موريتانيا الحالية كان عندها تاريخ، وكانت كتحكمها إمارات مستقلة على السلطان في المغرب. مثلا عندك إمارات الطرازة، إذا عمرك سمعتي بها. Oui, bien طرازة sûr, ouais, c'est récurrent. D'où ils sont آه. allégeants aux différents sultans marocains depuis Moulay Ismaïl, même s'il y a eu une période à un moment donné de semi-indépendance. Enfin, indépendance c'est un grand mot, mais de ce qu'on pourrait appeler de coupure de liens. Mais en général, l'émir de Trarza, d'ailleurs, l'émir de Trarza est aussi une des raisons pour lesquelles le Maroc a demandé la Mauritanie, parce que au sortir de la séquence d'indépendance, eh bien, l'émir de Trarza est venu prêter allégeance à Mohamed V. Lui et quatre ministres du Parlement, quatre ministres mauritaniens du Parlement qui représentaient la Mauritanie dans le Parlement français. Donc, le Maroc avait d'autant plus de raisons de faire sa réclamation. واخا يعني كاين شي وثيقة شي دوكيومون كيبين Pour l'émir de بأن Trarza, فوالا اكزاكت. alors très franchement, il n'y a pas un meilleur. Alors pour les anglophones, il n'y a pas un meilleur travail que celui qui a été fait en 1969 par Frank Trout, qui a écrit son livre Morocco-Saharan, frontière, 1969, à la page 167, tu trouveras ton bonheur. Ici, très sincèrement, là, c'est là où il y a le respect des Américains, parce que ce monsieur Frank Trout, c'est un professeur à Harvard. Il l'a fait avec une équipe d'historiens de Yale. Ils ont travaillé conjointement. Il a commis un livre, à mon avis, qui était pour renseigner les Américains sur le bien fondé des demandes marocaines. Et donc lui, il a eu accès aux archives françaises, marocaines, espagnoles. Donc il a fait un travail énorme. Et la plupart des choses que je dis, je le tiens de Frank Trout, soit directement par ses annexes, soit parce qu'il est cité dans plein de livres. Donc ce monsieur a fait le travail, comme on dit. Et là, grand respect aux Américains qui, quoi qu'on en dise, vous leur demandez, leur gouvernement doit leur demander une étude sur le Mexique, sur le Guatemala, ils ont tout, hein, ils ont des spécialistes de chaque région du monde. Et lui, en 1969, il a traité de la question, et la question a été vite réglée vu le nombre de documentations. Donc oui, historiquement, c'est marocain. Maintenant, la question qui s'est posée, c'est toute cette période post-indépendance où des pays se créent. Parce que je vous explique très rapidement, dès qu'un colon quittait son territoire, eh bien, il en faisait un pays. Et là, vous n'avez pas meilleur exemple que celui de l'Éthiopie, puisque l'Éthiopie s'est vue créer Djibouti et l'Érythrée sur sa côte, ce qui a créé d'ailleurs des problèmes. Et donc, en fait, c'était cette période, cette séquence historique où des pays pouvaient se voir créer. Et c'est pourquoi je dis toujours, puisque ça ne s'est pas fait dans les années 70-80, où il y avait les blocs, où il y avait justement toute cette possibilité d'agir sur le territoire africain, ça ne s'est pas fait à ce moment-là, ça ne se fera jamais. Si j'étais un conseiller spécial du gouvernement algérien, je leur dirais c'est pas la peine de mettre autant d'argent maintenant, parce que ça ne se fera pas. Il y avait une fenêtre où tout était possible, ça ne s'est pas fait à ce moment-là, ça ne se fera pas. Ça paierait, je voulais te poser une question, si tu veux bien. Si je ne m'abuse, bon, c'est des choses que j'ai eues il y a pas mal de temps, donc j'ai plus les dates. Malheureusement, je n'ai pas une bonne mémoire, mais il me semble que c'était un traité entre l'Espagne et le Maroc fin 18e, fin 18e, qui limite, j'avais lu ça, qui nous portait un peu préjudice, c'est-à-dire que là, on a le Sahara aux Espagnols, et en signant un traité qui stipule que on n'a pas de souveraineté sur ce territoire-là. Est-ce que tu peux confirmer ou infirmer? Alors, je vais te dire que ce document-là existe. Et en fait, alors, il faut partir à la genèse des choses. Alors, tu vois, ça, c'est quelque chose où beaucoup de Marocains ont été trompés. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de monde trompé par ce document. Et en fait, ils ne l'ont pas eu entre leurs mains, et ils n'ont pas eu des différents échanges, des lettres entre roi d'Espagne et roi du Maroc. Alors moi, si vous le permettez, je vais contextualiser. Alors effectivement, on a dit tout à l'heure qu'il y avait un traité de 1767 où
c'était un traité d'amitié, etc. L'Espagne voulait créer une concession de... Alors, bon, traité d'amitié, etc. Revenons sur le contexte. OK. À la suite de ce traité, à la demande dans ce traité, il y a deux choses que Mohamed III a refusées et qui sont d'ailleurs citées dans l'article 18 de 1700. Alors, je reviens pour les auditeurs, pardon, on est en 1767. Et c'était Marrakech la capitale à ce moment-là, il y a qu'à s'appeler. Pardon? C'était Marrakech la capitale à ce moment-là. Non, pourquoi ce serait Marrakech? Non, à ce moment-là, vous avez Mohamed III, et donc il est à Fès. Ah, okay. Donc Mohamed III, justement, signe ce traité d'amitié avec l'Espagne, 1er mars 1767. Dans l'article 18, et c'est justement ce qui avait fait porter à confusion, l'Espagne étant partie, donc effectivement, à la cour consultative de La Haye, avec ce document-là, bien sûr avec leur traduction, qui parlait qui faisait dire à Mohamed III qu'il n'avait pas de souveraineté au-delà de Oued-Noun. Ok. Donc, alors on va analyser ça. En fait, dans cet article 18, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que Mohamed III ne veut pas être garant des biens et des personnes qui iraient au-delà de Oued-Noun, car il y a des gens qui sont nomades et il serait difficile de les retrouver, eux qui n'ont pas, d'ailleurs là je ne cite pas de tête parce que je pourrais donner la phrase exacte, mais c'était en gros parce qu'ils n'ont pas de domicile fixe, d'accord, et que ce sont des populations nomades. Pourquoi? Et on connaît l'explication dans la lettre qui suit. C'est-à-dire quand on est 1er mars, dans la lettre du même mois, Mohamed III explique à Charles III qu'il a deux choses qu'il a refusées, et c'est pour ça que le traité comment dire, est comme celui qu'on connaît, hein, c'est-à-dire il y a l'article 18, etc., où il ne veut pas s'engager au-delà du Oued-Noun. Il explique, il lui dit, il y a un bateau britannique à qui il est arrivé malheur. Donc moi, je ne veux pas garantir, et je n'ai pas réussi à retrouver ceux qui avaient attaqué le bateau. Donc je ne veux pas, moi, garantir par honnêteté. Ok. Et donc, à partir de là, on veut faire dire à Mohamed III qu'il n'avait pas de souveraineté au-delà de Oued-Noun. Or, dans cette lettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les auditeurs attentifs, eh bien, il lui dit, il y a deux choses que j'ai refusées. Donc ça, c'est la première. Et il lui dit, la deuxième, c'est que je ne peux pas accorder ce que tu me demandes, c'est-à-dire une concession. Alors, pour savoir ça, il faut avoir la lettre de Charles III, où il lui demande une concession, parce qu'il sait que les Anglais veulent s'installer. Et il dit, bon, vu qu'on a des relations avec les Marocains, nous, on va s'y installer. D'ailleurs, c'était nous qui avons fait Santa Cruz de la Mar Pequena. Et donc, il veut installer sa concession à Santa Cruz de la Mar Pequena. C'est l'objet de la deuxième demande que Mohamed III refuse. Il lui dit, ça, je ne peux pas, parce que ce serait vu comme une aliénation d'un de mes territoires, et dans le droit musulman, ni moi, ni les autres rois qui m'ont précédé ne peuvent le faire. Donc, vous avez, dans la même lettre, il vous dit, l'Oued-Noun, au-delà, je n'ai pas envie de m'engager, et ça, il parle de garantie, parce que c'est déjà arrivé qu'il ne trouve pas les malfaiteurs, donc il ne veut pas honnêter, il ne peut pas dire qu'il est garant. Et juste après, dans la lettre, on lui demande Santa Cruz de la Mar Pequena, qui, comme chacun sait, est bien plus au sud que Oued-Noun. Et il lui répond, je ne peux pas aliéner l'un de mes territoires. Donc quand on veut faire dire à Mohamed III qu'il disait qu'il n'avait pas de souveraineté au-delà de Oued-Noun, c'est faux, parce que sinon on ne comprend pas la suite. Santa Cruz de la Mar Pequena. Donc ça a été... comment je le sais ça? Tout simplement parce qu'en lisant des récits de la cour de La Haye, l'Espagne s'est tapé une honte monumentale avec ce document traduit en espagnol. Le Maroc a apporté la traduction arabe. D'accord? Parce que lui, la traduction espagnole parlait de souveraineté, alors que dans la traduction arabe, il parle d'appliquer les juridictions, d'accord? Avec des populations qui peuvent être nomades et difficiles à retrouver. Donc, et en plus, dans la lettre qui suit, Mohamed III lui explique pourquoi il lui refuse ces deux choses, et on y apprend qu'il refuse Santa Cruz de la Mar Pequena. Et Santa Cruz de la Mar Pequena est bien plus au sud que le Oued-Noun, hein, pour ceux qui connaissent, voilà, pour utiliser les termes qui sont actuels, c'est au sud de Tarfaya. Pour être sûr d'avoir bien compris, oui. Tout a démarré avec un incident sur un bateau anglais, et finalement les Espagnols, c'est par raisonnement déductif, si on veut, qu'ils ont conclu que... Non, pas du tout. Non, Bernasse, alors je vais essayer d'être un peu plus clair. En fait, en 1767, l'Espagne demande deux choses au Maroc. Il lui demande
de garantir les biens et les personnes qui passent au sud de Oued-Noun. Et il lui demande de leur rétrocéder Santa Cruz de la Mar Pequena en tant que, voilà, pour y faire une concession de pêche, voilà, etc. Donc, Mohamed III refuse ces deux choses. Alors, il y a plein d'autres choses qu'il a acceptées, hein, tous les articles précédents, etc. Mais il dit ces deux choses, il ne veut pas. Parce que je ne peux pas garantir, par honnêteté, je vais vous garantir quelque chose au sud de Oued-Noun, c'est pas sécurisé parce qu'il peut toujours y avoir des tribus nomades qui attaquent et on ne les retrouve pas. Et Mohamed III explique à Charles III que c'est arrivé un bateau anglais, je n'ai pas pu retrouver les personnes qui avaient fait ces méfaits. Donc, par honnêteté intellectuelle, et pour ne pas que vous vous retourniez contre moi, je ne peux pas garantir ça. D'accord. Donc ça, je vais continuer le raisonnement parce que c'est très important. L'Espagne, pourquoi je dis l'Espagne s'est ridiculisée? Parce que, ils ont apporté leur version en Espagne où ils ont mis souveraineté, alors que la version arabe ne le comprenait pas. Surtout, en plus, il y avait cette lettre de Mohamed III écrite à Charles III, où Charles III lui demande s'il pouvait s'installer sur la Santa Cruz de la Mer Pequena, qui est l'équivalent du sud de Tarfaya. Et donc, il lui demande d'aller bien plus au sud. Il demande la permission d'aller bien plus au sud. Le sultan lui dit non, parce que ce serait vu en droit islamique, ça n'est pas possible, ni moi ni les rois qui m'ont précédé ne peuvent faire un acte qui aliène un territoire, donc la souveraineté sur un territoire. Donc il y avait ça. Mais en plus de ça, là où il s'est ridiculisé, parce que la Cour a balayé en disant, de toute façon, il y avait le traité de 1790, article 22, si je ne dis pas de bêtises, hein. Attention, parce que là je cite de tête, mais en tout cas, il y a un contrat, un accord qui arrive bien plus tard avec les mêmes termes. Et il y a un de leurs bateaux qui s'appelle Esmeralda, qui a été attaqué au niveau de Cap Cabino. Alors, pour les auditeurs, Cap Cabino, ça correspond au sud de Les Aïounes. Il faut aller beaucoup plus au sud de Les Aïounes. C'est entre Les Aïounes et le Cap Bojador. On a un cap qui s'appelle Cabino. Et là, c'est très intéressant. Ton micro est fermé, Saper. Ça perd. Je sais pas si tu m'entends, ça perd, mais ton micro, il est désactivé. Allô, allô, vous m'entendez? Oui, pardon, je n'ai pas entendu, Mataouina. Non, en fait, c'est que tu parlais, je pense, depuis un petit moment, mais ton micro était désactivé, je pense. Oula, donc j'étais où? Non, en tout Ben, cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la Cour de l'Aïe, l'Espagne s'est Oui, tu ridiculisée parlais parce que justement, du Cap voilà, Cabino. justement, vous avez une lettre du gouvernement espagnol qui écrit à son ambassadeur espagnol en lui demandant de faire jouer l'article qu'ils étaient signés avec le sultan du Maroc pour récupérer le bateau à Cap Cabino. C'est-à-dire que vous avez le gouvernement qui intime l'ordre à l'ambassadeur d'intimer l'ordre au sultan de respecter le traité signé. Le bateau, il est à Cap Cabino. Vous comprenez bien que si il n'avait pas d'autorité au-delà de Oued Noun, il répondrait ça ne me regarde pas. Et pourtant, le Maroc est parti le récupérer, ce qui a constitué pour la Cour la fin de cette séquence. Non, mais on a en 1767, il parle de Oued Noun. Donc voilà un petit peu. Mais je peux comprendre que lorsqu'on n'est pas initié à ces documents, eh bien, on met ça dans le visage d'un Marocain. Il n'a pas lu, il ne connaît pas. Il se dit ah ouais, c'est vrai, donc c'est Oued Noun. Mais non, puisque dans la même lettre, il te parle de Santa Cruz de la Mar Pequena. Donc il faut faire très attention. Il y a pas mal de manipulations. Il y en a qui sont de bonne foi quand ils reprennent ça,
parce qu'ils l'ont entendu, ils l'ont vu. Mais il y en a d'autres, je peux vous certifier que c'est des manipulateurs, dont j'ai vu passer sur Twitter une annexe. Et en fait, lui, juste en tournant la page précédente, il y a les informations que je vous donne. Il a les annexes, le Charles III qui écrit à Mohamed III, qui lui demande Santa Cruz de la Mar Pequena. En tournant la page sur son côté droit, il va avoir l'épisode de l'Esmeralda. Donc celui-là, lorsqu'il vous prend la photo de ça et qu'il vous le fait passer pour quelque chose qui stipulerait qu'il n'a pas d'autorité au-delà de Wednoun, lui, c'est un manipulateur. Celui qui a le document, c'est un manipulateur. Celui qui reprend l'info, on ne peut pas lui en vouloir. Bah, en tout cas, Sapéré, je te remercie pour les précisions par rapport à cet épisode-là, puisque moi, dans mes souvenirs, j'avais lu un livre historique et j'avais parcouru ce moment-là et ma foi, j'avais pas très bien compris. Tu vois, j'étais restée sur une idée fausse. Bah, tu sais, vers Nation, moi aussi, quand j'ai vu ce document, moi, j'ai eu la chance de le voir dans le livre, c'est expliqué. Mais parce qu'en fait, j'ai lu ce document, c'est la lettre de Mohamed III à Charles III, et quand vous lisez ça, comme il ne précise pas qu'on parle de Santa Cruz de la Mar Pequena, donc on lui dit voilà, deuxième point, je ne peux pas je ne peux pas accepter ta demande car ce serait une aliénation de mon territoire, tu vois. Ça, moi, je l'ai lu en premier. Du coup, il a fallu chercher la lettre de Charles III. Et à ce moment-là, on voit qu'on parle de Santa Cruz de la Mar Pequena. Et je peux comprendre pour que quelqu'un qui tombe sur ce document-là, il ne comprend pas trop ce qui se passe, il va se dire, mais très franchement, dès que tu vois une incohérence de ce type-là, tu te dis, vu le nombre de traités, vu le nombre d'actes d'allégeance qu'il existe, en fait, quand il y a quelque chose comme ça, il y a forcément anguille sous roche, comme on dit. Donc là, quand tu creuses un peu, tu retrouves la réalité. Et moi, je le dis avec autant plus d'honnêteté que moi, lorsque je me suis penché sur cette question, déjà il y a plus de 10 ans, ça ne me rajeunit pas, j'y suis allé avec l'honnêteté totale de l'historien en me disant, bon, Karim, tu vas pas comment dire, te mettre avec l'État sur quelque chose qui est faux. Bon, donc si l'État a dit une chose fausse, moi, l'islam est beaucoup plus important, je ne vais pas soutenir le faux. Donc j'y suis allé avec une neutralité totale. Et après, comme j'ai dit, un mois c'était terminé, hein, le temps de se procurer différents documents et différents livres. Vous lisez ça très rapidement, il y a énormément de sources. Donc voilà. Par contre, vous ne trouverez rien, vous ne trouverez pas de Sahara espagnol avant 1936, vous ne trouverez pas d'occupation effective des terres. Ce que vous allez trouver, c'est ce qui a été donné par les fiches de renseignement français, c'est-à-dire 3 côtes occupées par les Espagnols. Le reste, ils en ont peur, parce que déjà, Hassan Ier les avait attaqués. À la suite de la lettre où il stipule à l'Espagne son territoire, il leur dit clairement que là où vous êtes actuellement au Rio de Oro sur la côte, ça appartient aux Oulet d'Elim, qui nous sont allégeants. Donc ici, c'est ce qui a posé problème à l'Espagne, parce que ne pouvant faire ratifier un protectorat, ils étaient obligés de dire que c'est une colonie. Mais en disant que c'est une colonie, ils ont fait une entorse à leur constitution, comme le signale bien la parlementaire du Cortés à l'époque. Donc voilà un petit peu le double jeu espagnol, le triple jeu. D'ailleurs, pour être plus complet sur la question, et puisque vous aimez bien les sources, je vais vous recommander une lecture. Alors, pour ceux qui parlent espagnol, parce que il y a Gonzalo de Reparaz, qui était le conseiller de l'ambassadeur d'Espagne au moment des traités franco-espagnols de 1904. Cet homme-là, oui. Tu peux me l'envoyer, celui-là, parce que je suis hispanophone et je peux le lire, celui-là. Alors, je te dis, donc l'auteur, c'est Gonzalo de Reparaz, Reparaz. Cet homme-là est important parce qu'il était conseiller de l'ambassadeur d'Espagne au moment où il signe les traités franco-espagnols de 1904. Son livre s'appelle Politique de l'Espagne en Afrique. Il est paru en 1907. Donc voilà, il est loin des problématiques actuelles. Paru en 1907. Vous allez retrouver dans ce livre, il va définir le Maroc. Il dit que le Maroc comprend 10 provinces. 3 au nord, 3 au centre et 4 au sud. Les 4 au sud sont Sousse, Dra, Seguiat al-Hamra
et ce qu'il appelle le Sahara marocain. En fait, ça reprend la même dénomination qu'on a vu tout à l'heure avec le traité avec la Grande-Bretagne, c'est que une fois que vous arrivez au Cap Bojador, au sud, on dit Sahara marocain. Donc, c'est de l'écriture même de cet homme. Loin d'imaginer, lui, en 1907, que l'Espagne allait en faire une grande colonie ou les territoires qu'on connaît aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu ce qui peut être dit. On aurait pu parler en revue les différentes lettres du sultan Abdelaziz au Qaïd, aux différents Qaïds de la région. Le sultan Abdelaziz, c'est vrai que moi, la première fois que je l'ai croisé, c'est donc dans des ouvrages généralistes sur l'histoire du Maroc. Et en fait, ce qu'on comprend de lui, c'est qu'il a commis énormément de prêts qui ont endetté le Maroc et qui l'ont ramené dans une situation catastrophique économiquement. Mais en fait, ce ne serait pas lui rendre hommage, parce que c'est quand même un homme qui a écrit énormément de lettres avec des tribus du Sud et a organisé la résistance contre les Espagnols et les Français. Donc, c'était pas non plus l'imbécile qu'on décrit des fois, troquant son bled contre un vélo ou des histoires comme ça, qui sont fort effectivement drôles. Mais une fois qu'on rentre dans le personnage et qu'on regarde, il a quand même fait honneur à sa position de sultan, ne serait-ce que dans la résistance dans le sud. Voilà. En tout cas, Sapéré, je te remercie encore et j'ai envie de te dire bravo. Et ça me fait dire une chose, c'est que finalement, l'accès à la vérité ou aux vérités demande un effort. On a eu le cas concret là devant nos yeux. J'ai parcouru une information de manière un petit peu stahia, on va dire, hein, sans vraiment chercher toute l'information et j'ai conservé quelque chose d'incomplet en moi. Et pour vraiment accéder aux vérités, à l'image de ce que nous disait Platon avec l'allégorie de la caverne, eh bien, il faut se défaire de ces chaînes et il faut monter vers la lumière, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un effort de chercher, de rassembler les informations pour pouvoir se forger une idée réelle. Et merci de le partager avec nous parce que je sais que ça a dû être assez laborieux. Non, je t'en prie, moi, c'est un plaisir. Simplement, pour dire effectivement, pour compléter l'information, et il faut bien garder à l'esprit que l'Espagne n'a jamais fait valider son territoire, ni par le traité de Berlin, ni de l'ordre de Algeciras. Tout ça a été un problème pour elle. La seule chose qui lui a garanti ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Sahara espagnol, c'est l'accord bilatéral avec la France. Celle qui a été pondue en 1902 et qui prévoit, dans l'article 2 et 3, qui commence comme ça, hein, qui commence par si l'autorité du sultan au Maroc devait s'effondrer, le partage s'organiserait comme tel. Donc là, vous voyez bien des gens qui préparent un braquage. Déjà en 1902, ils vous expliquent, ils font un article où ils vous disent si le Maroc devait s'effondrer, voilà comment on va se le partager. Et en fait, c'est juste ça qui consacre cette partie-là à l'Espagne. C'est un accord bilatéral avec la France. En aucun cas un accord reconnu au moment du traité de Berlin ou au moment d'Algeciras. Donc ça a été un petit peu le calvaire espagnol, n'ayant pas fait valider son territoire au moment du traité de Berlin, enfin son territoire, sa côte au moment du traité de Berlin, eh ben, ça a créé énormément de problèmes. D'ailleurs, Hassan Ier écrit une lettre à l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Hubert Wright, si je me souviens bien, oui, c'est bien Hubert Wright, et il lui dit, vous voyez, les Espagnols sont installés sur une de mes côtes, or c'est une occupation illégitime. L'Angleterre n'ayant pas répondu avec un total soutien, Hassan Ier a fait une descente dans le sud avec une armée et ils ont attaqué au niveau de la Guayra les positions des Espagnols. Donc voilà un petit peu pour être un peu plus complet sur la question. Et là encore, je vous épargne, parce qu'on part dans la période contemporaine, mais on pourrait remonter à bien plus loin. On pourrait parler des sultans saadiens, quand ils reprennent justement Santa Cruz de la Mar Pequena, qui a été colonisé, ce fort qui a été installé à l'époque c'est Diego de Herrera, en 1476, mais là je demande vérification aux gens, mais je crois que c'est 1476, Diego de Herrera qui prend justement cette place qu'il appelle Santa Cruz de la Mar Pequena au niveau de Tarfaya, celui de Tarfaya. Et que font les Saadiens une fois qu'ils récupèrent l'État? Ils attaquent la position espagnole et récupèrent Tarfaya. Donc en fait,
il faut bien comprendre que, et là, c'est pas que pour le Sud, pour toutes les dynasties marocaines, le territoire de l'Empire du Maghreb, pour reprendre les termes Maghreb, parce que tous les sultans depuis Ibn Tashfin, en tout cas au moins depuis Ibn Tashfin, parce qu'en fait, Ibn Tashfin, on sait qu'il signe ça lorsqu'il écrit une lettre à son chambellan pour lui faire part de la victoire en Andalousie. Mais en fait, c'est juste que c'est le document le plus ancien qu'on ait. La preuve la plus ancienne. Mais peut-être y avait-il bien plus ancien, j'en sais rien. Peut-être que Idriss. Là, c'est une question que j'appelle je fais un appel aux auditeurs. Si quelqu'un a une lettre, mais je sais qu'elle là, je suis un peu taquin parce que je sais qu'elle n'y est pas, mais si quelqu'un a un document signé de la main de Idriss Ier ou Idriss II, j'accepte même Marwan, eh bien, ce serait très intéressant. Voilà. Mais en tout cas, depuis Ibn Tashfin, tous les sultans, toutes les dynasties signent Emir el-Mouminin في المغرب. Après, c'est traduit. Ibn Zaydan, mais chez le début 16e, ça périt. Tu nous as parlé de 1400 et quelques, non? 1476, c'est le moment où Diego de Herrera prend la place forte qu'ils ont appelée Santa Cruz de Marpaquena, qui se situe au niveau de Tarfaya, en face des îles Canaries. Et les Saadiens viennent l'en déloger en 1525, 24, 23. Là, j'en appelle à la mémoire des auditeurs. Et c'est Mohamed Chir, non, Ahmed El Haraj, le frère de Mohamed Chir, qui les renvoie en Espagne, tout simplement. Et parce que pour eux, leur conception du territoire, c'est celui toujours des Almoravides. Tous les sultans qui ont succédé, toutes les dynasties qui ont succédé aux Almoravides, même les Almohades déjà à l'époque, considèrent leur territoire comme celui dessiné par les Almoravides. C'est-à-dire ce long sud, pour paraphraser Hassan II et sa métaphore, cet arbre qui a les racines bien ancrées en Afrique, avec ses feuilles qui bougent au vent de l'Europe. Et donc, cette façon de voir, même à l'ouest, même à l'est, pardon, avec Tlemcen et une partie de l'Oranais, cette vision-là, elle n'a pas quitté les sultans et vous les retrouvez régulièrement en train d'essayer de récupérer ce territoire. Si ça perd, le stade, ça perd. Pourquoi tu ne partages pas ce genre de connaissances via des trades bien construits, bien détaillés, avec des sources, comme tu le fais oralement maintenant? C'est par faute de temps, par NLH. Parce que ce genre d'informations, de connaissances, ne doit pas être réservé uniquement pour sa paire. Et les partager, tu sais, je vais te dire une chose. Moi, je suis venu sur ce réseau social justement parce que il y a un ami qui m'a dit voilà, il y a des discussions sur Twitter, etc., etc. Et donc voilà, qui m'a incité à venir. Et moi, merhaba, parce qu'il savait que je suis un amoureux de l'histoire et que vous voyez par exemple tout à l'heure, j'ai cliqué sur le lien comment envoyer Matawina. J'ai entendu 2 minutes, j'ai entendu quelque chose alors que je ne voulais pas monter car faute de temps. Je suis monté pour essayer de faire ces petites rectifications en disant attention, ceci, cela. C'est pour vous dire, et là, si vous me laissez, je pars en roue libre pendant 3 heures. Mais en fait, ce que je ne. ce que je n'ai. Voilà, effectivement, le fait de l'écrire, etc. En fait, voilà, il faudrait que je prévoie le temps de le faire, tu as raison. Que j'écrive sur Twitter afin que, même moi, quand je. Voilà, pour que je puisse moi-même retrouver, par exemple, là, tout à l'heure, je vous ai dit Ahmed El Haraj, est-ce que c'est 1523, 24, 25, j'en ai plus, je sais de mémoire, mais je sais que c'est voilà, une de ces 3 dates. Si je l'avais écrit lors d'un trade, effectivement, il me suffirait de revenir sur mon profil et de le trouver. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse, effectivement. Mais la plupart du temps, tu vois, je monte dans un space et je parle, en fait, et je ne prévois pas d'intervention. Je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait pour les Almohades. Et pour le Sahara oriental, ça j'avais préparé. Mais effectivement, je n'ai pas écrit sur des trades. Mais j'avais préparé un space qui était consacré à ces 2 sujets. Et j'espère que les gens ont retenu des choses. Et puis moi, si je partage, c'est pour faire des petits. C'est-à-dire que vous-même, vous pouvez ensuite faire circuler l'information. Parce que effectivement, moi j'ai parfois une interrogation, je me dis, le Maroc, sachant qu'il est dans son bon droit, je ne comprends pas pourquoi. Alors peut-être
il faudrait être au ministère de l'Éducation pour savoir, etc. Mais je ne comprends pas pourquoi. Ou même voilà, au ministère de l'Intérieur, qu'il y ait une plus grande communication sur ces questions-là. Mais poser la question, c'est ignorer en fait comment fonctionne le Marzen. Le Marzen fonctionne d'une manière qui est toujours assez discrète. En fait, c'est assez élitiste. Ils se disent que ceux qui veulent vérifier ce qu'on dit, bah, ils vont trouver. Un peu comme Frank Trout avec son livre, ce professeur de Harvard. Et bien, effectivement, une fois que voilà, c'est assez élitiste comme raisonnement. C'est en se disant, voilà, nous on a raison, on dit, comme d'ailleurs à chaque fois il répète, je crois même Bourita dit, à chaque fois Bourita dit le Maroc ne parle jamais sans preuve. Il y a cette phrase qui revient à chaque fois de manière redondante, c'est qu'ils ont fait, à mon avis, voilà, nous on dit quelque chose et c'est vrai parce qu'on le dit. Et allez vérifier, vous allez voir. Non, mais dans l'éducation nationale, s'appairer l'histoire du Maroc en détail est inculqué aux enfants. Peut-être pas l'émission d'Ekchi parce que voilà, les Français choisissent ce qu'ils mettent au programme, ou l'éducation nationale publique, Moul Taxi te confirme, toutes les histoires du Maroc depuis le début c'est au programme, c'est clairement au programme. Après, pourquoi on ne revient pas forcément là-dessus, c'est parce que bon, ça coule de source pour tout le monde ici, tu vois. On ne se ressent pas le besoin de l'affirmer, de le réaffirmer, de le redire et de le redire. Mais aujourd'hui, sur les réseaux, et à cause de l'animosité qu'on a avec les voisins et de la propagande à côté, bon, on commence à vraiment ressentir le besoin de rétablir les vérités. ولكن المغربي de base, بحال لا قلتي, c'est des histoires connues que nos parents, nos grands-parents à l'école, on l'apprend clairement. Non, c'est clair, non, mais je sais qu'on apprend que le Sahara est marocain, mais en fait, moi, je faisais allusion aux différents traités précités, les lettres diplomatiques, les allégeances, que les Marocains voient apparaître ça sur le livre d'histoire, je ne sais pas. Ça peut-être faciliterait les choses, parce qu'effectivement, c'est vu en disant le Sahara est marocain, en parlant des différentes dynasties, ça c'est vrai. En primaire, vous l'avez. Je crois que c'est juste en primaire, hein. Je crois qu'au collège, après, on vous revenez pas dessus. Mais toujours est-il que c'est au lycée où on passe à autre chose, mais au collège, la casserole, l'histoire. c'est revu. Ouais. D'accord. Donc, effectivement, ce serait intéressant que, voilà, sur quelques points comme cela, qui montreraient la bonne foi du Maroc, que les Marocains puissent s'en servir pour parler, déjà pour eux-mêmes, hein, c'est pas pour parler avec les autres, hein, c'est pas forcément, mais pour eux-mêmes déjà, pour savoir que, parce que par exemple, moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis parti du principe, bon, il y a cette question-là, je vais me renseigner dessus, et j'étais quoi, j'avais la vingtaine, quoi. J'avais la vingtaine, 19-20 ans comme ça à ce moment-là, et je me suis légitimement posé la question, attends, bon, il y a cette problématique, vérifions si le Maroc est dans son bon droit. Moi étant déjà un fan d'histoire pour moi ça a été sur cette question-là assez rapide, parce qu'effectivement il y a pléthore de documents qui le prouvent, et bien que là tout à l'heure on en a parlé, je n'ai pas lu chacun des traités. Par exemple, j'aurais pu remonter au XVIe siècle avec Alcakovas et Sintra. Pour le coup, le Maroc n'y est pour rien. Alcakovas, c'est un traité de partage territorial entre le Portugal et l'Espagne. Et Sintra, c'est en fait un héritage. Le traité de Sintra, c'est en fait à la mort du roi d'Espagne, eh bien, il y a eu une question d'héritage qui s'est posée, et parmi les biens, il y avait ce fameux Santa Cruz de la Mar Pequena. Et dans ce contrat, je cite, les limites de l'Empire du Maroc sont au sud du cap Bojador. Donc, par exemple, cette annotation apparaît dans un traité qui ne concerne pas le Maroc et concerne le Portugal et l'Espagne. Donc, vous avez ici pas mal de... Voilà, en fait, il y a trop de documents. Il y a trop de documentation. Moi, je voulais faire un space sur le Sahara. Ayant fait le Sahara oriental, je voulais faire soit le Sahara occidental, soit un espèce de récapitulatif de tous les territoires marocains qui ont été pris durant cette période. Et en fait, il y a tellement de documents qu'il faudrait prendre en photo, mettre. Alors moi, il faut que les auditeurs savent comment dire, ma vue
n'est pas la meilleure. Et du coup, je ne sais pas pourquoi Twitter, quand vous voulez poster une image, c'est en miniature là, et imaginez tous les traités, toutes les pages des traités. Vous les avez pris sur votre téléphone et que maintenant vous voulez les sélectionner. Voilà, je pense que tout le monde sait à quoi je fais allusion. Là, c'est une galère sans nom. Je l'ai fait pour les Almohades, j'ai galéré. Il a fallu que Ouais, mais je les quand on nomme, hein. clique, ça se voit après. En fait, Quand on quand clique sur le tu document, demandes, sur le lien. tu veux prendre une image. Alors moi, ce que je sais, je veux prendre une image, donc je vais sur la galerie, et là, c'est en miniature. C'est-à-dire, tu peux pas lire ce qu'il y a écrit. Là, tu sais pas si Ah t'es oui, pas, oui, c'est vrai, oui. tu vois, C'est pas clair, oui. tu sais pas si tu es sur le traité Ouais, je vois ce que Salam tu veux dire. alaikum, britannique ou Khoya, sur. Saper, salam alaikum, Kamel, merci beaucoup, Saper, pour tout ça. Donc, Alaykoum salam, salam. MK. Justement, si tu faisais des petits trades avec chaque point, eh ben, c'est des choses que tu pourrais épingler puisqu'ils sont sur ta page. Ça, c'est un truc qui pourrait t'aider, par exemple. Même sans faire des trades, juste tweeter à chaque fois les Il documents. faudrait que ce que je disais tout à l'heure, il faudrait que j'en fasse le texte, quoi. Mais un Mais texte, là, si tu veux prendre par exemple une photo, tu la tweets, tu mets une légende, et comme ça, pendant ton débat, hop, tu vas sur ta page, clique, tu les épingles petit à petit. j'avais délégué ça à D'Artagnan la dernière fois, le frère d'Artagnan. Ouais, S'il est présent là, je sais pas. n'importe lequel d'entre nous se fera le plaisir de te faire ça. Ouais. Oui, effectivement, dès que je vais Mon faire ce taxi space, de le toute fera, Inch'Allah. façon, ouais, dès que je vais faire ce space, de toute façon, forcément, j'ai besoin d'un copilote. Et au moment où je parle, voilà, qu'il puisse épingler, voilà, document. Moi, je vais prendre le document 1, c'est celui-là, document 2, je vais lui envoyer. Et puis lui, au moment où je parle et que je demande tel ou tel document, s'il peut l'épingler, ce serait vraiment très sympathique. Tapéré, Euh, je me souviens de toi oui. assez enthousiaste dès que tu es arrivé sur Twitter, te disant qu'il y avait une communauté unie, tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce que tu as désenchanté ou pas encore? Mais écoute, vous n'êtes pas encore arrivé au stade de certains de ma propre famille. Donc j'ai une certaine expérience de ça. Le cousin qui ne veut pas parler avec l'autre cousin. Bon, il faut essayer de raison garder, de se dire que. D'ailleurs, même Twitter n'est pas fait pour vos querelles, pardon de mettre vos. Je devrais m'englober pour nos querelles. Parce que, par exemple, imaginons que Vert Nation ait bloqué quelqu'un là. Bah, en fait, il ne peut même pas participer à ce space là et entendre ce que j'ai dit. Alors que ça sert tous les Marocains. Vous voyez, c'est même le fonctionnement de Twitter, ça ne va pas avec le fait de se bloquer entre nous. Pas besoin de vous bloquer, ne vous parlez pas, c'est tout. Et laissez les gens participer à tous les spaces. C'est l'idée que j'avais au départ, il y a de nombreuses années en arrivant sur Twitter, mais je t'assure que de fil en aiguille, tu es bien obligé de faire le tri pour ne pas te faire embêter. Et il y a effectivement des gens qui enveniment les débats, où il devient compliqué de discuter de manière sereine. Et voilà, si on veut des spaces propres, crois-moi qu'il y a certaines personnes qui n'ont rien à faire ici, hein. Et c'est la raison pour laquelle des petits trades seraient de rigueur, puisque tout le monde pourra les lire. Bon, c'est vrai que ton compte, il est en privé. Si tu veux en faire profiter tout le monde, il faut enlever le privé de ton compte. Après, voilà, ça t'évitera de te répéter, ça donnera l'information à tout le monde, puisque, machallah, tu emmagasines pas mal d'informations datées, etc. Donc, vraiment, les trades me semblent être la meilleure solution si on veut, enfin, si toutefois tu veux vraiment servir un maximum de personnes. Et aujourd'hui, le space, je sais pas combien on est, mais gars, on serait, allez, 300 ou là, ça serait que ces 300 personnes-là qui profiteraient de ton savoir. Or, si tu fais des trades, ben, ils resteront écrits. Et c'est préférable, non? Oui, oui, tu as raison, ça c'est une question de temps. Moi, dès que. Sinon, tu peux combiner trade et space enregistré. Moi, j'ai vu des space enregistrés avec un nombre d'auditeurs incroyable. MK, Donc, tu sais, Space enregistré, j'étais totalement pour je ne l'ai pas fait pour les Almohades, je ne l'ai pas fait pour Sahara oriental. Mais au final, je me suis dit, c'est un bienfait de Dieu parce que depuis, j'ai découvert certaines méthodes. Donc en fait, tu vas enregistrer, tu vas dire des choses, tu vas avoir des passages tronqués, tu vas avoir des propos détournés de leur sens. Blaman Jiboat Sdar. Donc en fait, je peux comprendre, c'est vrai, c'est dommage, mais il y a des gens qui sont vraiment très très mal intentionnés. Et c'est les mêmes dont je parlais quand je vous dis
Ils vous mettent ce document, par exemple, sur Webnoon, mais ils refusent de vous mettre le document qui est en annexe. Il y a marqué annexe 33, il ne veut pas vous mettre annexe Ouais, 33. mais regarde, ça perd. On peut pas s'empêcher de relater l'histoire comme tu le fais avec tes connaissances, tabarakallah, parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. La preuve, ils le font même avec les écrits. Donc, euh, le space histoire, si tu as envie de le faire, comme tu fais, si tu sais si bien le faire, tabarakallah, eh ben, tu le fais. Tu informes les gens. Le space entier sera enregistré et il sera détenu sur les comptes acquis de droit et de confiance. Et si jamais demain les gens ont envie de faire tout et n'importe quoi, bah, grand bien leur face. De toute façon, la plupart des gens qui vont écouter tes spaces sauront leur répondre. Et de toute façon, comme tu l'as dit, quelqu'un qui veut manipuler, il peut même prendre une lettre officielle et manipuler, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc au final, je vois pas pourquoi on s'empêcherait, tu t'empêcherais de. Déjà, je pense que pour toi, c'est un plaisir, et pour nous, c'est un plaisir aussi. Plus, c'est de salubrité publique. Je pense vraiment que faut pas se priver pour ça, hein, personnellement. Non, mais c'est dommage. Tu sais, mais je vais te donner un exemple de troncage que j'ai vécu récemment. Il y a un Marocain qui m'a demandé, bon, j'ai cru comprendre que c'était un Maroco-algérien. Je pense qu'il est mixte. Il m'a dit, euh, voilà, sa père, est-ce que alors c'était quoi le truc ça, pour ne pas, comment dire, pour rester aussi au plus proche de son texte. Il m'a dit, oui, il m'a dit, est-ce que je te dérange pas? Il était, je crois, 23 heures, quelque chose comme ça. Il m'a dit, je te dérange pas. Non, même il était minuit, je crois. Je lui ai dit, non, pas du tout, je vais dormir. J'allais dormir, mais c'est pas grave, un truc comme ça. Non, pas du tout, j'allais dormir, mais vas-y. Et il avait même mis un smiley qui rigole. Donc voilà, pour dire. Et donc après, il continue avec moi, etc., etc. Il m'a posé une question, etc. Il m'a dit il y a un intervenant algérien qui a une dent contre toi. Il dit que tu as dit ceci, cela, cela. Bon, je lui ai dit marhaba, non, moi j'ai pas de. Ah, il m'a dit tu es parti d'un space, il y avait un propriétaire. Voilà, c'est ça. Je lui ai dit écoute, moi je suis monté dans ce space. J'ai attendu, moi j'étais dans ma pause, j'ai pris 30 minutes de pause. Je suis arrivé, comme vous le savez, un peu comme je suis rentré sur Gilles Matawina, je voulais rectifier ce que j'entendais. Donc j'ai levé la main, je suis arrivé en intervenant, j'ai levé la main pendant une demi-heure, on ne m'interroge pas. Arrivé à la fin de mes 30 minutes, c'est pas grave, je dis à Alice, ça sera pour une prochaine fois. Ça sera pour ce soir même. Voilà. Et je suis parti. Puis il me dit, non, il y avait un propolisario, il est monté et tu n'as pas voulu parler avec lui, tu es parti. Alors moi, je lui dis, effectivement, ça peut ressembler à ça. Peut-être, moi, je n'avais pas vu qu'il y avait un propolisario. Pourquoi je vais refuser de parler avec lui je ne comprends pas. Fort de tout ce que je vous ai dit, ça m'intéresserait qu'il me sort quelque chose qui sortirait de l'ordinaire. Donc je dis non, il n'y a pas du tout. J'explique à ce Marocain, il n'y a pas de souci. Moi, le soir même, je lui ai dit, parce qu'il m'a alpagué dans la minute. Hein. Le soir même, je lui ai dit, écoute, ramène toi et ton ami, on fait un space à 3 et on discute. À cela, bien sûr, vous imaginez bien qu'il n'y a pas eu de réponse. Mais alors, j'embête tout le monde avec cette histoire personnelle, mais en fait, regarde le troncage. Un intervenant algérien a tronqué ce passage. Alors l'autre, il a pris des photos de notre conversation. Le passage où je dis je vais dormir, j'allais dormir, et lui, il l'a pris comme étant le justificatif du fait que je suis parti, alors que pas du tout. J'étais au boulot au moment où j'ai quitté le space dont je vous parle, j'allais pas dormir. D'ailleurs, si tu regardes l'horaire, ça n'a pas de sens, quelqu'un qui vous dit je vais dormir à 19h. Pas... Mais regarde le type de. Regarde les méthodes, là, on n'est plus avec des musulmans, là, ou alors c'est les musulmans qui ont oublié le B.A.-ba. Donc Ouais, mais ça, regarde, ça perd. Moi, ce que tu dis là, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Et je te rejoins à 100%. C'est enfantin, c'est petit et c'est malhonnête. Mais, encore une fois, ces gens-là, il faut faire ouais, éclater bien sûr, on ne leur va pas se priver mensonge pour eux. au grand jour, comme on dit. C'est pour ça que moi, à un moment donné, quand on discutait tous, etc., je m'étais dit, bah, s'ils veulent faire un space bien tenu avec des gens corrects, etc., discuter du Sahara avec les preuves et autres, ça aurait pu être super intéressant pour une fois pour toutes, mettre tout le monde d'accord. Mais, bon, après, voilà, les avis divergent. Moi, je respecte les avis de chacun. Mais d'un côté, je te comprends, mais de l'autre, je me dis, c'est tellement. Je pense plus aux gens, aux Marocains qui ont besoin de s'instruire et qui ont soif d'apprendre. Et honnêtement, toi, t'as une mémoire, je sais pas comment tu fais, regarde, mais
Mashallah, c'est un truc de fou. Non, non, T'as franchement, plein... il n'y a pas de mérite spécial, hein. Comme j'ai dit, j'ai la chance Ouah, d'avoir une vidéo. tu retiens beaucoup de choses, Et t'as après, beaucoup quand de tu aimes dates, quelque t'as une chose, tu le retiens, hein. chronologie. Et à 1986, Maradona gagne la Coupe du Monde, on retient tous ces choses-là. Quand tu es Ouais, passionné par ouais, un truc, ouais. moi, je Ouais, suis passionné de après, football, je voilà, te pour sors les les, dates de foot. y a- tu as beaucoup de choses, tu sais beaucoup de choses, tu as beaucoup de sources, voilà, académiquement, tu es très, très, voilà, c'est plaisant à écouter. Ah, je trouve que c'est dommage qu'on se prive pour eux, quoi. Et MK, Mais tu sais voilà. bien que j'ai participé plusieurs fois à ce que, comment ça s'appelle, des Messi s'appelait les Fight Club. D'ailleurs, Ah ouais, ouais. c'est comme Mais ça tu que t'es j'ai retrouvé débuté. dedans, tu t'es retrouvé dedans, malgré toi. C'est des Fight Club déguisés, c'était. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que lui, ce format-là, j'étais alors pas du tout contre, hein, à la Non, mais base, c'est pas moi. ce qu'il faut, c'est pas ce qu'il faut, non. Mais tu as vu, est-ce que ça a servi à quelque chose? Tu as vu, là, par exemple, les intervenants avec qui j'ai discuté dans ces choses-là de bonne foi, malheureusement, malheureusement, ils n'ont pas retenu. Et pourtant, sur le moment, ils te disent, ils vont réfléchir et tout. Et Mais après, tu les ils vois, ont et retenu, voilà. mais eux, ils sont drivés par autre chose que la recherche de la vérité. C'est juste ça. Mais moi, en tout cas, depuis que tu es là, avec Salem et d'autres, j'ai appris énormément de choses. Et merci pour tout ça. Et je pense qu'il y a énormément de gens ici qui ont appris énormément de choses. Mais énormément. Et je pense que tu les gênes, on va dire les gens qui sont contre, qui sont pro RASD, etc. Tu les gênes parce que tu as éduqué plein de Marocains et ils s'en rendent compte. Ils peuvent même plus faire de débat avec les Marocains. Quatre cinq Marocains, ils montent avec eux, on leur sort deux, trois petits trucs, ils savent plus quoi dire. Donc, je pense que ça a porté ses fruits quand même, tu vois. Moi, j'ai une question. Alors, moi, j'ai une question. Saper, tu es toujours là? تفضل أسي رشيد Ok. تفضل. Là, il ne peut pas parler. Mais en fait, c'est une remarque générale, parce que hier, j'ai suivi en fait un petit peu un space très intéressant sur la culture, notamment le cinéma au Maroc. Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le cinéma pour promouvoir l'histoire du Maroc? C'était un space en Darija. Il y avait plein de monde et c'était très, très, très intéressant. Et donc, les intervenants connaissaient bien en fait leur sujet, connaissaient bien en fait le milieu du cinéma, connaissaient bien l'histoire. Et en gros, en fait, ils s'étonnaient que pourquoi, d'une part, l'histoire du Maroc, aussi prestigieuse soit-elle, ne soit pas suffisamment enseignée déjà au Maroc. C'est vrai, en fait, comme disait notre ami Vernation, c'est un peu enseigné, mais pas suffisamment. Et beaucoup de Marocains ne la connaissent pas ou la connaissent très superficiellement. Et pourquoi est-ce que même quand il y a des œuvres cinématographiques qui parlent un peu d'histoire, comme en fait il y avait je crois une série sur Taverk Ben Zied, on fait appel à des étrangers, à des Arabes étrangers, qui déforment en fait l'histoire du Maroc, qui la mettent à leur goût, parce qu'ils veulent vendre le film ou la série à d'autres pays arabophones qui, on le sait, les Arabes sont extrêmement jaloux du Maroc parce que l'histoire du Maroc est unique et que le Maroc, c'est le seul État-nation, en fait, le plus vieil État-nation, l'un des plus vieux États-nations du monde et certainement celui qui a l'histoire la plus prestigieuse dans tout le monde arabe. Et, et en fait, il diminue un peu le prestige pour, par exemple, rendre des héros, des personnalités marocaines simplement musulmanes, ou, tu vois, pour un petit peu laisser le flou, pour ne pas frustrer les autres nationalités, et pour ne pas que son film ne soit pas rejeté. Vous m'avez compris. Et donc, la deuxième chose, c'est que ils sont tous d'accord que déjà en fait pour compléter ce premier point, c'est par rapport à ce que disait aussi Saper, c'est est-ce que c'est une volonté en fait du pouvoir marocain de ne pas trop promouvoir l'histoire marocaine, et pourquoi peut-être effectivement les gens peut-être qu'ils laissent les gens qui veulent s'y intéresser consulter tous les documents, tous les livres d'histoire, parce qu'il y a plein de livres d'histoire en fait sur l'histoire du Maroc. Il n'y a pas l'équivalent pour d'autres pays, en fait, c'est pour d'autres pays, notamment arabes. Et la deuxième chose, c'est que les gens sont unanimes pour dire qu'ils se sont intéressés à l'histoire suite à toutes les manœuvres
les manœuvres en fait de nos ennemis concernant le Sahara, toutes les insultes, toute leur propagande, et les gens ont eu la même démarche, je pense, comme sa père, de se dire ben, je vais finalement rechercher, et ils se sont retrouvés face à une histoire du Maroc qui est plus prestigieuse que ce qu'ils pouvaient penser. Toutes les dynasties, tout ça. Et c'est simplement pour vous dire que peut-être à toute chose malheur est bon, que c'est parce que nos ennemis ont tenté de nous diffamer qu'il y a de plus en plus de Marocains qui s'intéressent à leur histoire et qui sont de plus en plus fiers de leur histoire, et ça leur donne en fait une force. Et c'est alors que sinon, peut-être que si on n'avait pas des ennemis à l'est, si on avait un peuple paisible comme tout le monde, je pense que les gens ne seraient peut-être pas tentés de découvrir l'histoire de leur pays, ce qui aurait été un peu dommage. Donc c'était en fait simplement une remarque plus qu'une question. Alors, excuse-moi, j'ai pas entendu la question, j'ai entendu la remarque sur le fait qu'effectivement, pourquoi il n'y a pas plus de communication sur cette question-là. Alors, moi, là, pour le coup, c'est qu'un avis personnel. Là, du coup, il n'y a rien de sourcé ni rien du tout. Moi, j'y vois deux choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que de toute façon, dans son mode de fonctionnement, le palais est très élitiste. Donc, il annonce des choses et puis, comme on dit, les initiés savent, les autres doivent apprendre. Et c'est pas que dans l'histoire hein, qu'ils font ça. D'ailleurs, des fois, il y a des références. D'ailleurs, tiens, pour parler d'histoire, il y a parfois des gestes, des paroles qui font référence à des discours anciens ou des paroles d'anciens sultans. Et en fait, il ne te dit pas, là, je suis en train de citer ou de paraphraser tel ou tel sultan. Donc, tu vois, il y a des petits clins d'œil comme ça. Alors, c'est parfois le. Voilà, je pense qu'une des raisons, c'est le fait que c'est un mode de fonctionnement très élitiste. Deuxième raison que je vois, c'est que là, Hassan II l'a déjà dit à plusieurs reprises, il ne faut pas insulter l'avenir. Et en fait, il ne veut pas, et je pense que c'est une volonté du Maroc de ne pas, que le peuple marocain ne déteste pas le peuple algérien. Parce qu'en fait, cette question-là, quand tu veux la rentrer dans les détails, tu es obligé d'y mettre la question de l'Algérie. Et ça peut créer une génération qui déteste l'Algérie. Et je pense que c'est ce qu'ils n'ont pas voulu créer. C'est possible, effectivement, c'est possible. Je pensais une part de vérité. Mais tu vois, par exemple, en fait, j'ai regardé il y a quelques jours un reportage sur Netflix qui parlait en fait de la conquête de l'Andalousie par les Maures, en fait par les Marocains. C'est un reportage de 50 minutes fait par des Anglais. Et c'était excellent. En 50 minutes, moi, j'ai appris plein de choses. Pourquoi et en fait, c'est des choses que tu retiens parce que tu vois, c'est vraiment un reportage. Donc, avec, il interroge des historiens, il te montre en même temps des gravures d'époque. Et c'était extrêmement valorisant pour le Maroc, pour toutes les dynasties marocaines qui ont régné lors de la période de l'Andalousie musulmane. Et il disait bien, effectivement, les morts à l'époque, c'était les ancêtres des Marocains. Et il appuyait aussi sur le fait que toutes les dynasties arabes ont bien traité les peuples, à l'époque les peuples chrétiens qui étaient en Andalousie, et il mettait ça en contraste avec tous les massacres qui ont eu lieu après le départ des musulmans, après qu'ils aient été chassés par, je crois, Ferdinand, en fait, et c'était atroce. Et c'est dommage que ce genre de reportage, même un reportage court qui ne coûte pas très cher, et qui met en valeur, en fait, l'histoire et la culture du Maroc, parce qu'il parlait aussi de la culture, en fait, pour chaque dynastie. Il disait, cette dynastie, elle a apporté tel type tel type de gravure, tel type d'architecture, etc. Et c'est dommage que ça ne soit pas fait, valorisé par le Maroc. Mais peut-être que, bon, c'est simplement que ce n'est pas une priorité pour l'État marocain et que ça doit être des réalisateurs marocains qui le font par eux-mêmes. Mais il y a vraiment de la matière. Et Rachid, je vais partager avec toi une pensée. Parce que c'est vrai que ta question est légitime. Pourquoi les Marocains passent leur temps à s'englober dans des aires civilisationnelles? Un coup, c'est les musulmans, un coup, c'est les Arabes,
un coup c'est les Arabo-Andalous, un coup. Et en fait, ça, pour moi, j'y vois une explication parce que j'ai un petit peu, je retrouve la même chose au niveau des Perses. Ils avaient le même problème. C'est-à-dire quand un peuple est dans une période de décadence, il n'a pas ce discours de fierté de ce qu'il a fait, de se réapproprier ce qu'il a fait. C'est que lorsqu'il se réveille que tu retrouves ça. Pareil pour les Turcs. Quand tu es dans une période de décadence, eh bien, il n'y a pas ce discours allez, qu'on pourrait qualifier rapidement de nationaliste ou patriotique, ou en tout cas de fierté. Tu ne le retrouves pas dans les périodes de décadence. Par contre, là, le fait que tout le monde s'est réapproprié ces questions, là je vois le nombre de Marocains, etc., à travers ce réseau, mais même dans la rue, même en discutant avec les gens, montre bien qu'on est sur une phase ascendante là, et tu verras, nul doute que si la courbe continue de monter, bah, tu auras des générations et des générations qui te parleront de ce qu'ont fait les Marocains, ils ne te parleront plus de arabo-andalou, mais ils te diront qu'à partir des Almoravides, c'était l'empire du Maghreb. Parce que en fait, nous, on est nés dans une période de décadence ou de légère remontée. C'est l'avenir qui nous le dira. Mais effectivement, là, je pense qu'on est sur une courbe montante et tu nous verras aussi fiers que les Turcs ou les Iraniens d'ici 4 générations. Hein. Ça, si on continue de monter, ça, j'en fais Le aucun mot doute. décadent, c'est un peu fort quand même, ça Péry. Disons que depuis la Relatif. bataille d'Issy, on vit, bien, même en étant plus précis, à la mort de Hassan Ier, ça a été la grande dégringolade. Ah, Atou Et donc le là, Shahid, il lève la main depuis tout à l'heure. je t'en prie, Shahid, marhaba. Oui, salam alaikum, bonsoir tout le monde. Moi juste, bon, j'ai pas assisté malheureusement au space d'hier sur le cinématographie et tout, je sais pas la conclusion, mais il y a, je sais pas si vous connaissez l'émission ou la série Tarikhuna Fakhruna. C'est un truc qui est fait par Mehdi 1 TV, qui a parlé un peu de toutes les personnages emblématiques du Maroc. Je connais Mansour quatre Deby. فرج مديان شاهد. Et ouais, Mehdi 1, il faut regarder. C'est une série avec des acteurs marocains, des réalisateurs marocains, par Mansour Deby, Seyid Al-Hurra. Il y a pas mal de trucs hein, qui sont faits. Alors c'est vrai, c'est pas les mêmes productions arabes avec, tu vois, c'est avec les moyens de bord, mais c'est pas, enfin, c'est pas qu'il n'y a rien. Il y a ce truc, je vous invite à le regarder. C'est disponible gratuitement sur Mehdi 1. Le seul truc, voilà, c'est en arabe. On est entièrement en arabe. Je crois que c'est même pas en derija. Ça, c'est un problématique. Ouais, Mais ouais, voilà. ouais. Parce qu'en fait, ils en parlaient hier en fait sur la langue. Parce que, en fait, nos ancêtres, ils parlaient pas en arabe classique. Hein, ça c'est venu après. D'après ce que j'ai Oui, compris, oui, oui. c'était Parler à déjà. peu près le même derija que maintenant. Hein. Il y a Voilà, des voilà. mots. Du coup, je pense que c'est question de moyens pour moi et de priorité. Pour faire des grosses productions à la Netflix et tout, il faut vraiment beaucoup d'argent. Hein. Et je pense que c'est pas la priorité de ça. Les Marocains ils commencent à prendre conscience de leur héritage historique qui est lourd, hein, lourd à porter quelque part. Et voilà, ça se fait par les réseaux et tout. Le jour où on aura vraiment les moyens, je pense que ça va venir tout seul. Voilà, c'était ma remarque. Bah, si tu permets, je vais rebondir sur ta remarque, puisque je sais que ce que je vais dire là est sûrement à contre-courant de ce que pense la grande majorité. En fait, moi, je ne suis pas pour les films et les séries. Tout simplement parce qu'il y a perte d'informations énorme. En plus, il y a comment dire, on invente des caractères à des personnages. Et pour moi, ça représente comment dire, une source d'incompréhension. Alors, que ce soit donné à des enfants, ça, je veux bien. Voilà, les dessins animés comme ça qui résument rapidement, ça, pourquoi pas. Mais en fait, le problème que j'ai remarqué avec les films, c'est que la personne regarde le film et comment dire, elle attribue à un personnage historique un comportement. Je l'aime pas, alors qu'en fait, la personne
Ben, c'est le metteur en scène qui lui a donné ce caractère. Les informations sont forcément tronquées parce que le film répond à un besoin de temps, donc c'est limité. Moi, je pense que... Et il y a aussi un risque quand la personne dit « j'ai vu le film », je ne lis pas le livre. D'ailleurs, ça, c'est même pour les œuvres qui sont tirées... des films qui sont tirés de livres, vous avez le même phénomène. Du coup, t'es plus pour des documentaires, c'est ça, si j'ai bien compris. Ça perd. Je crois qu'on l'a perdu. Ouais, non, je crois, en fait, Allô? il parlait Oui. des films, des fictions. Allô, allô? Oui, on t'entend, ça perd. On t'a perdu par moment, là, on t'a perdu complètement. Après, les documentaires, c'est qui va voir ça, tu vois. C'est pas très attractif. Oui, le documentaire, en fait, de Netflix sur 50 minutes, il était passionnant, mais parce qu'il était court, etc. Bon, c'était fait de façon professionnelle par des Anglais. Et puis, tu vois, il te parlait des anecdotes de Moulay Ismail qui avait des centaines de gosses, des centaines d'enfants. C'est marrant, quoi. C'est une anecdote et ça te. Bah, tu vois, les Turcs, ils ont pris leur, je sais plus quel sultan, là, Soleiman, ils en ont fait la série, la Harim Sultan, qui a duré des années. Je crois que l'histoire de Moulay Ismail avec ses enfants, c'est d'ailleurs, je crois, c'est la plus grosse, enfin, c'est l'homme qui a eu le plus d'enfants dans l'histoire. Hein. Ah, ça, tu mets ça, si tu as les moyens de la Turquie, tu mets une série sur 10 ans. Hein. Mais exactement. Mais il y avait même en fait beaucoup de gens, notamment des Arabes, ils connaissent pas bien, mais quand tu parles d'histoire, ils disent ah ben je crois que vous aviez un roi qui avait eu des centaines d'enfants, parce que c'est quelque chose en fait, c'est marquant quoi. Et en plus c'était un grand bâtisseur, on connaît, c'était un grand combattant. Donc tu vois, il y a vraiment de matière à faire des reportages qui soient également passionnants et que les gens peuvent retenir en fait. Et peut-être ça peut les intéresser, ils peuvent par la suite aller rechercher les sources et lire des livres, etc. Mais effectivement, moi, je comprends ce que le frère Saper disait, c'était que si tu en fais un film, tu vas être obligé de fictionnaliser les personnages, donc tu vas être obligé de changer l'histoire pour rajouter des éléments de fiction et que ça peut fausser effectivement l'histoire parce que bon, Saper il s'attache en fait aux détails, à la vraie histoire qui n'a pas été déformée et ça effectivement c'est important. Ouais, effectivement, il y a le point de vue du metteur en scène aussi qui va un petit peu modeler les choses, mais n'oublions pas que déjà, un auteur aussi a sa prise de parti avec toute l'objectivité qu'il essaye de dégager en écrivant son livre, mais il sera quand même subjectif à un moment ou à un autre, ne serait-ce qu'en choisissant les informations qu'il met ou qu'il utilise ou qu'il n'utilise pas dans son œuvre. Et d'autre part, là où peut-être je contredirais un petit peu Sapere, c'est qu'il y a des jeunes ou des gens qui n'ont pas la patience de lire un livre ou qui n'ont pas la patience de regarder un documentaire exclusivement historique. Le fait de rendre la chose un petit peu ludique permet d'ouvrir l'information à un panel bien plus grand de population. الأخ سابير راسلت له message comme quoi on a encore des questions à lui poser. ما عرفتوش مشغول ولا عنده ميتير الله أعلم. Et voilà, il a لغاية مشيت عشاء. au passage كيف والو ولا مشيت توضا. Au passage, je te remercie, Vernation, pour la référence que tu m'avais envoyée. J'espère que ce livre il est disponible sur le net et je vais le lire, Inch'Allah. Superbe, superbe. On donne peut-être la parole à la gifle qui veut parler. Salam alaikum. Alaikum. Donc moi je suis venu juste dire par rapport à sa père, je suis d'accord avec lui que si c'est mal exécuté, il y aura
une perte d'information. Mais il faut aussi, غادي تستمر. mais il faut aussi comprendre qu'il faut aussi prendre le support qui va toucher le plus de gens. Et aujourd'hui, ce qui marche, on l'a vu notamment avec Vikings et les séries qui sont à connotation historico-fantastique, un peu comme Game of Thrones, The Witcher et quoi d'autre. Il y a aussi la série Seigneur des Anneaux qui va sortir bientôt. Et il y a aussi ce genre de série cartonne en ce moment. Mais on va prendre un exemple plus parlant comme Vikings ou la série Black Sails, pour ceux qui savent de quoi je parle. Et ces deux séries-là s'inscrivent dans une période historique réelle, avec des personnages plus ou moins réels, et avec tout ça. Donc, mais le problème, c'est que avec ces sources-là, les sources qui ont été utilisées, c'est que pour ces personnages-là, il y a des sources qui se contredisent, il y a des sources qui vont, il y a des sources qui sont incomplètes, etc. Mais dans le cas du Maroc, on a tout. On a tout depuis même avant Moulay Idriss. Donc, c'est-à-dire que si on veut faire une série, par exemple, je sais pas moi, sur Moulay Ismail, juste pour l'aspect un peu comique et burlesque du fait qu'il a eu des centaines et des centaines d'enfants, eh bien, on a les sources sur son caractère, sur son attitude, sur sa manière de faire les choses, sa manière de régner, sa manière de combattre, sa manière de bâtir les choses, sa manière de diriger tous les aspects de la vie socio-politique et militaire. Et je pense qu'il faudra quelqu'un, par exemple, comme Saper sur le plateau, pour vraiment diriger les équipes dans la bonne direction. Bien évidemment, il y aura une romanciation du récit historique, justement pour essayer de toucher le plus de monde. Mais par exemple, on peut toujours dire que c'est une adaptation de récit historique, mettre les sources, etc. à la fin à la fin de chaque épisode ou à la fin de la série. Et ou si vous voulez aller encore plus loin, je sais qu'ils l'avaient fait, je pense, pour Vikings. Ils avaient produit un documentaire sur la réelle vie des personnages historiques qui sont présents dans la série. Donc, faire en sorte qu'il y ait une espèce d'univers semi-étendu avec ces personnages-là, je crois que ça serait un bon compromis entre les deux, c'est-à-dire avoir la version romancée de l'histoire via la série et avoir la vraie histoire via le documentaire. Mais il faut que les deux aussi soient aussi épiques l'un que l'autre, sinon ça ne marchera pas. بارك الله فيك. On va passer à خويا منصور. الكلمة لهذاك انت وانا وانت وهذاك. صافي يا خويا، يلا سد المايك باش يبدا هو انا. بالنسبه خويا شوف. C'est bien, Mansour. Vernation, je dois te parler en privé. Est-ce que tu veux? Je passe un message rapidement, s'il te plaît. ايه لا جيت الماروكان واش انت هو كومون السلام عليكم منصور. وي انا السلام اختي بخير. الحمد لله، نخليو يتكلم الله يعطيك. لا ماشي مشكل اختي، الله ودي احنا خوت هنايا، ماشي مشكل. شوف، اللي غنقول لكم انا، المشرق والمغرب عبر التاريخ، كنهضر على المغرب يعني المملكه المغربيه، عمرهم ما كانوا متفقين، سيرتو عبر التاريخ. يعني منين اسسنا الدوله الادريسيه حتى لهنا، عمر ما كان المشرقي يرضى، سطر على هذه، يرضى بما يقع في المغرب. ما نهضروش من الناحيه السياسيه، نهضروا غير من الناحيه الفكريه والادبيه والعلوم وغير ذلك. وصلنا لواحد الدرجه في واحد الحقبه ان اي كتاب كيخرج في المغرب او في الاندلس، فاش كان المغرب شاد حتى الاندلس، ما كانش كيتقرا في المشرق. واللي قرا الاداب في المغرب راه غادي يكون عارفني علاش كنهضر، اللي كان داير الشعبه ادبيه غادي يعرفني علاش كنهضر. هذا النقطه هذه ديروها ببالكم. حتى الكتب الادبيه ما كانتش كتقرا عندهم، حنا بالعكس، حنا كتلقى العالم ديالنا في المغرب يعني
منذ الأدارسة، وتلقاه يمشي لبغداد ويمشي للمدينة، يمشي للشام ويقرا على يد دوك الفقهاء، ويجي للمغرب ويطلع للأندلس. لذلك علاش هنايا دابا لعبت فيه جوج ديال الحوايج، لعب فيه لو كوتي غوليجيو، وهذاك في ذاك الوقت كان الدين هي السياسه، كان الا امتلكتي الدين صافي امتلكتي السلطه. لذلك كان هو الطابع الديني هو اللي كان كيغلب عليه. حنا كان عندنا واحد الطابع ديني متفتح، فلذلك هما كان عندهم الدين، وحنا كان عندنا التدين، واللي كيكون عنده التدين كيكون عنده الدين، واللي كيكون عنده غير الدين ما كيكونش عنده التدين. هذه كلمه فلسفيه، ربما غادي توقفوا عليها شي شويه، الا بديت كنشرح فيها غادي تلفوا. المهم غير عقلوا غير على هذا العنوان. لذلك المغرب لاحظنا بان عطينا القاضي عياض، عطينا بن عروج، عطينا الغزالي، عطينا ابن البناء، عطينا ابن الياسمين، عطينا. علاش؟ لان كان عندنا واحد الدين اللي متفتح، وكنا سابقين العصر ديالنا. هذا في هذا الوقت. علاش دابا هما دابا عاقلين غير على فاش كيتهضروا على المغرب، على التاريخ، كيعقل لك غير، كيجبد لك غير يوسف بن تشافين، ما كيجبدش مثلا الموحدين، ما كيجبدش المارينيين، ما كيجبدش السعديين، ما كيجبدش العلويين. وغير كتجي للعلويين، اعظم سلطان داز ديال العلويين اللي هو مولاي اسماعيل، كيتفكروا غير في انه ولد 1000 طفل، ما كيتفكروش المنجزات ديالو، لانه خايفين يقولوها، خايفين يقولوها. لذلك حتى الموحدين ما كيجبدوش المنصور الموحدي، لان خايفين يجبدوا تحرير فلسطين على يد المنصور الموحدي. يعني هادو صراعات فكريه بقات من قديم ما بين المغرب والمشرق. هذه من هذه الناحيه. من الناحيه الثانيه اخويا، باش نديروا سيري بحال اللي كتقولوا جيم اوف ترونز، ولا بحال هاد باش تجمع ما بين ليستواغ، وتجمع ما بين تجاري كوميرسيال، يكون كتجمع ما بين الكوميرس، شي فيلم يكون فيه الكوميرس وفي نفس الوقت فيه ليستواغ. هذه المراكنه كيديروها بزاف، وعن طريق الافلام ديال جون واي وداك الشيء عرفنا، تعاطفنا مع الغرب الامريكي، مع الويسترن، مع العلم انه تاريخ فاسد، وانه اباد شعب باكماله باش دار الحضاره ديالو. كانوا ذكيين الامريكان، سبقونا لهذا الشيء هذا. احنا دابا عندنا الروايه، عندنا القصه، عندنا اشخاص في التاريخ حقيقيين. ماذا ينقصنا؟ اللي كينقصنا هو ان ما عندناش هذه معضله، وكنعترفوا بها، والمغرب كيعترف بها. ما عندناش كتاب يبحثون في التاريخ، وحتى ولا كاين بحث اكاديمي، ولكن عندنا الاكاديمي ما كيتلاقاش مع الفنان. هذا واحد المعضله كبيره. الفنان ما منفتش على الاكاديمي، والاكاديمي ما كيلتابهش الفنان، لان شكون اللي محتاج الاخر؟ كنظن بان الفنان هو اللي محتاج الاكاديمي، ويمشي ويقرا. حتى مثلا الافلام ديالنا اللي كنديروا ابسط، غير افلام مثلا غير اجتماعيه، الاغلبيه كتلقى الكاتب كيكتبها بالفرنسيه، واثناء التصوير عادي يتم ترجمتها الى الدارجه. كيقول الفنان قولها كيف ما بغيتي. حتى الاراده، لذلك الاراده سي منصور حتى هي باش كيمشيو شي مواضيع ان ميت با اون فالور البلاد ديالنا. بيان سور. علاش هما كيف لان هذا بعداك اللي كيكتب السيناريو بعداك ما كيعرفش في تاريخ المغرب تزفته، ما كيعرفش. علاش؟ لان كتلقاه قرا في مدرسه فرنسيه او جام اوروبا، يعني ليستوار ديال فرنسا ربما حفظها كومو،
ولكن المغرب ما عرف عليه والو. هذه وحده. ثانيا للاسف هذه النوعيه هي اللي شاده القطاع السمعي البصري في المغرب، لان الدوله هذا الميدان هذا صعيب عليها بزاف، لذلك خلاته للخواص، والخواص كيدير فيه ما بغى. هو المغرب انا نقول لك عنده تحديات كبيره، عنده جوج د الحوايج ناقص فيهم وكنعترفوا بها هو كيعترف بها. عندنا الاعلام ناقص، ما يمكنناش نديروا قناه بحال الجزيره، وما يمكنناش واللي عنده الا مشينا حتى درنا قناه بحال الجزيره كنظن غادي نكونوا في استغناء حتى على هاد لي سيري هادي، على الاقل واحد الفتره غادي. علاش؟ لان باش دير قناه بحال الجزيره خاصك تانفيستي داكشي اللي عندك، يعني خص واحد القطاعات بزاف بحال الصحه، بحال التعليم، بحال ميم مثلا حتى بعض المشاريع يمكن لك تاخرها. ولكن انا المغرب عنده اولويات، شنو غيسبق؟ واش يسبق التنميه ولا يسبق واحد الشيء اللي ما غاديش، ربما الصراع مع قنوات كبيره اخرى ما لا تجدي الان دابا. لا ما نقدوش حنا نفسو الجزيره او لا العربيه او لا البي بي سي او لا فرونس 24، هادشي اللي عطا الله. فالمغرب هو اختار انه ينمي البلاد في هذه الفتره هذه، ينميها، وفي نفس الوقت يدافع على القضيه الوطنيه ديالو، يدافع داخل اروقه الامم المتحده وداخل اروقه الاقليميه بحال الاتحاد الافريقي، بحال الاوروبي، بحال. فحاول هو يخدم في الميدان ماشي يخدم في الهواء. واسمح لي راني طولت اختي، وهذا الموضوع راه زوين، وشكرا الله يحفظك. مرحبا مرحبا. دوماج كان سابق، كان طلع قبيله ويعني ونزل عاوتاني. ما عرفتش هادي يجي من بعد ولا لا، الله اعلم. صيفط لي الميساج، انا كنتسنى الرد نتاعو. بالنسبة لاش سي مغربي الرد ديالاش؟ جاوبني على واش يعني ديال الحق بينا ولا لا. اوكي.